Cher Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Thierry Baudet. Cher Monsieur le Président de la FMSH, cher Antonin. Chers membres de la famille Bloch, chère Suzette. Chers et chers étudiants, chers et chers collègues, mesdames, messieurs. Je suis extrêmement heureux ce soir d'ouvrir la 4e conférence Marc Bloch dans ce magnifique amphithéâtre et d'y accueillir Michel Lamon, professeur à l'université Harvard. On mesure la richesse d'une œuvre à sa capacité à parler de notre monde, à nous bousculer dans nos certitudes, à nous interroger dans nos pratiques quotidiennes et professionnelles. Avec talent et en sociologue, Michel Lamon nous invite à le faire, à regarder les mondes sociaux, à y déceler des frontières symboliques, à s'interroger sur les formes contemporaines de reconnaissance sociale et à y inclure le plus grand nombre dans cette quête dont elle a fait l'un des fils conducteurs de son patient travail scientifique. Et ainsi, et tout d'abord, Michel Lamon nous parle du monde universitaire, de notre histoire, de Marc Bloch aussi. Dans un livre particulièrement stimulant, intitulé « How Professors Think Inside the Curious World of Academic Judgment », elle détaille les méandres de ce monde étrange, selon ses termes, du jugement des pairs dans l'université. En la lisant, on ne peut s'empêcher de penser cette année, cher Michel, à la création, il y a 50 ans, de l'École des hautes études en sciences sociales. En effet, le HESS fut fondé en réaction précisément à l'étrangeté de l'univers universitaire traditionnel en France et à l'étroitesse de vue qui présidait alors bien souvent aux hiérarchies scientifiques et aux procédures d'évaluation. Le HESS fut donc créé en porte-à-faux contre les universités françaises, pour reprendre les mots de Roland Barthes en 1973, lors du colloque à l'abbaye de Royaumont, qui servit de prélude 2 ans plus tard à la création de notre école. Marc Bloch lui-même se méfiait beaucoup de la rigidité de l'éducation par les pairs et tenta souvent, et en vain, de contourner ces dispositifs d'évaluation, car ils ne correspondaient guère à ses ambitions intellectuelles. Il fallut sans doute bien du courage et un peu de témérité sans doute pour se présenter au Collège de France, non pas comme un simple médiéviste, mais comme un historien des structures sociales comparées. Le curieux jugement de ses pairs, décortiqué par Michel Lamon, se retourna alors insidieusement contre lui, et hier comme aujourd'hui, chez Bloch comme chez Lamon, les têtes folles de l'université, de la science, dont parle Bloch, payent souvent un prix extrêmement fort. Mais au-delà de la tête des professeurs, au-delà de l'EHESS, au-delà de Marc Bloch, Michel Lamon nous invite surtout à un geste d'empathie scientifique fondé sur une irréprochable rigueur. Elle nous suggère, par l'exemplarité de son travail, d'observer les autres, de scruter les frontières sociales, de rendre surtout visibles celles qui ne le sont pas, notamment les plus symboliques. Avec finesse et au cours d'enquêtes aux États-Unis, en France et dans bien d'autres pays, elle interroge les individus autour de leur propre définition des frontières sociales, culturelles et raciales. Sa démarche dépasse la traditionnelle approche méthodologique fixant au préalable des critères d'appartenance à un groupe social déterminé pour déplacer la focale en direction de frontières souvent floues, puisque définies par l'individu ou les individus eux-mêmes, pour mesurer l'espace symbolique qui le sépare, qui les sépare, ou à l'inverse, les rapproche des autres. Chemin faisant, Michel Lamon nous parle donc des mondes sociaux et des hommes et des femmes qui les composent. Elle écoute ainsi un électricien de Roselle Park dans le New Jersey, parlant de lui, parlant des autres, parlant de ses voisins, parlant des élites. Ne vous attendez surtout pas à un regard misérabiliste ou apitoyé. Ben McIntyre, puisqu'il s'agit de lui, s'aime beaucoup cet électricien, pensant, et je le cite, qu'il n'y a personne de meilleur au monde que lui.
Il ajoute « Vous pouvez avoir plus de fric que moi, vous pouvez être plus intelligent que moi, vous pouvez porter des fringues plus luxueuses, vous pouvez avoir une belle maison, mais cela ne vous rend pas meilleur que moi. » Il conclut même en disant « Bill Clinton n'est pas meilleur que moi. » En lui laissant la parole dans son livre « The Dignity of Working Man, Morality and the Boundaries of Race, Class and Imagination » publié en 2000, Michel Lamon s'est attaché à comprendre, en France et aux États-Unis, et dans bien d'autres lieux, la manière dont les ouvriers, par exemple, définissent la morale et l'éthique du travail, les comportements dignes ou indignes, la valeur de l'argent ou celle du bien public. Toute son œuvre est ainsi parcourue d'une essentielle réflexion sur les formes contemporaines de reconnaissance sociale. Pourquoi tel individu ou tel groupe social se sent-il exclu ou intégré à l'intérieur d'un corps social? Pourquoi se sent-il dignement représenté ou, à l'inverse, ne fait-il ou ne fait-elle plus confiance aux élites qui ont reçu une délégation de pouvoir? Pourquoi, enfin, rejette-t-il certains groupes ou individus en dehors de ce qu'il est prêt à accepter dans un cadre démocratique? De cette manière, le travail de Michel Lamon nous plonge au cœur même des tensions démocratiques actuelles. Et je suis très heureux qu'elle le fasse ici, dans ce lieu, le Conseil économique, social et environnemental, dont le rôle est précisément, malgré les critiques, de réfléchir à la reconnaissance de toutes et tous au cœur de la République française. Son travail ouvre également, de manière réflexive, un vaste débat sur les sciences sociales elles-mêmes, remise en cause pour avoir trop remanié les symboles d'appartenance ou de reconnaissance, ou à l'inverse, défendu pour continuer à le faire coûte que coûte, ce remaniement, et en dépit des vents mauvais du populisme. Je suis également très heureux que Michel Lamon ouvre devant vous cet essentiel débat l'année précisément de notre cinquantenaire. Il est sans doute temps que je me taise. Ce soir, au Conseil économique, social et environnemental, Madame Michel Lamon va nous parler du monde tel qu'il va, tel qu'il ne va pas et tel qu'il pourrait aller mieux. Je vous invite à l'applaudir très chaleureusement. Bonsoir. Merci Romain de cette généreuse introduction et de cette invitation. Et merci Thierry Baudet d'avoir accepté de prêter cette belle salle pour notre rencontre. Merci aussi au staff de l'école qui a travaillé de cœur et d'âme pour préparer cet événement. Je suis très honorée de participer à la vénérable tradition que sont les conférences Marc Bloch, en m'adressant à des collègues français pour lesquels j'ai la plus haute estime. Merci à tous et à tous d'être venus. J'ai fait mes études de doctorat à Paris à la fin des années 70. L'École des hautes études en sciences sociales demeure pour moi un lieu mythique, le foyer de tant de chercheurs talentueux qui m'ont inspiré à l'époque et qui ont influencé ma trajectoire intellectuelle jusqu'à ce jour. C'est donc vraiment formidable d'être ici, d'autant plus que l'œuvre de Marc Bloch est séminale pour la tradition comparative de l'analyse des mentalités à laquelle mes propres travaux de recherche se rattachent. Quelle belle convergence! Mon sujet d'aujourd'hui est le grand remaniement symbolique en cours aux États-Unis et ailleurs. Je m'appuierai sur mes recherches antérieures sur la transformation des frontières symboliques et sociales, sur ce qui les rend poreuses et franchissables et ce qui peut être fait pour nous diriger vers un avenir plus inclusif. Ce sujet est urgent. En partie, je traiterai des processus culturels et plus précisément de la reconnaissance et de la stigmatisation. J'illustrerai mon analyse avec le cas du grand remaniement symbolique qu'a entrepris Donald Trump
en s'en prenant au monde de la culture dans différents domaines, ainsi qu'aux groupes qui ont connu une certaine déstigmatisation ces dernières années. Mais comme vous le verrez, mon propos va bien au-delà des États-Unis. Dans la deuxième partie, en appuyant sur mon livre, Seeing Others, j'aborderai la manière dont les acteurs culturels de gauche et centre-gauche, toujours aux USA, ont élaboré des récits et des stratégies pour élargir la reconnaissance et réduire la stigmatisation. Et en troisième partie, j'évoquerai Recognition Globally, mon livre en cours d'écriture, où j'explore les diverses façons dont les groupes revendiquent la reconnaissance, y compris les travailleurs de Manchester, New Hampshire, qui est 2 heures au nord de Boston, et les membres de Premières Nations dans mon pays natal, le Québec, qui vivent, ces membres des Premières Nations vivent 2 heures au nord de là où j'ai grandi. Le grand remaniement symbolique fait référence aux nombreuses actions menées par Donald Trump pour revaloriser les groupes qu'il estime laissés pour compte dans la société américaine et pour abaisser sans pitié ceux qui ont été élevés à leur place selon ce qu'il considère être l'ordre légitime, l'ordre social légitime. Depuis le début de son deuxième mandat présidentiel, il consacre beaucoup de temps, tous les jours, à redéfinir les contours de l'appartenance culturelle en déterminant qui est central et qui est périphérique dans la société américaine. Il utilise sans relâche son réseau social Truth Social et l'attention constante que lui accordent les médias pour manifester son dédain et son soutien et décréter qui devrait être inclus vers le haut de la hiérarchie sociale américaine, les anti-woke, oui, les immigrés et leurs descendants, non. Ils attaquent ou pénalisent sans relâche des groupes marginalisés comme les minorités ethniques, raciales et religieuses, les personnes à faible revenu ou les groupes LGBTQI+, sans oublier la moitié de la population de la planète, les femmes, qu'ils traitent souvent d'idiotes. Très souvent d'idiotes. Les seuls ressentissants étrangers méritants sont les Afrikaners blancs qui, selon lui, sont victimes de racisme dans leur pays. Il menace, insulte et harcèle et poursuit en justice à court de millions les organisations culturelles progressives et libérales qui nourrissent une image inclusive de la société américaine, qu'il s'agisse des universités ou des médias de premier plan, des producteurs hollywoodiens ou des musées. Les attaques de Trump contre le secteur de la culture se sont multipliées depuis le début de son deuxième mandat, notamment concernant le National Endowment for the Humanities, le Kennedy Center for the Arts, the National Park Services et les animateurs influents des Late Night Talk Shows. Il s'en est pris aux monuments commémoratifs, les navires et les bases militaires en particulier, dont il souhaite remplacer les noms de héros noirs et homosexuels par ceux de chefs militaires qui ont défendu l'esclavage. Il a contraint 8 musées nationaux du réseau Smithsonian à un examen approfondi de leur collection qu'il estime accorder trop d'importance à l'esclavage et au racisme. Ces efforts pour contrôler le langage de l'enseignement ont donné lieu à divers décrets visant l'idéologie du genre et la DEI, diversité, équité, inclusion, qui qualifie d'idéologie discriminatoire de l'équité. À Harvard, comme à beaucoup d'autres universités, notre bureau DEI a été rebaptisé Office for Community and Belonging, le bureau de la communauté et de l'appartenance. Les attaques de Trump contre la DEI ont été présentées comme visant à rétablir une méritocratie qui favorise souvent explicitement les hommes blancs de souche américaine qui ont été privés de leur position légitime au profit des femmes et des personnes de couleur. Trump se présente aussi comme le défenseur des travailleurs, même si ses politiques économiques vont presque toujours à l'encontre de leurs intérêts. Ces idées étaient déjà présentées dans les 63 discours électoraux qu'il a prononcés lors de sa première campagne présidentielle en 2016, où il célébrait le groupe comme étant l'épée dorsale de la société américaine et il les défendait contre la mondialisation et les immigrants, en particulier les Mexicains, qu'il qualifiait de violeurs et profiteurs, remettant ainsi en question l'image dominante des immigrants comme étant les bâtisseurs de la grandeur de l'Amérique.
Au cours des derniers mois, ce remaniement symbolique dépasse largement le secteur culturel, car Trump associe l'usage de la force cautionnée par l'État. Il a présenté les villes démocrates à majorité non blanches comme telles que Washington, D.C., Los Angeles et Chicago, comme des villes dangereuses et gangrénées par la criminalité, renforçant une image apocalyptique de ces villes propagée par le mouvement MAGA. Il y déploie des troupes militaires, attisant la peur et l'anxiété, tout en répondant aux attentes politiques de sa base nationaliste blanche. Il mobilise également le service de l'immigration ICE pour intervenir violemment dans les villes multiraciales, semant la panique parmi les immigrés, tout en réaffirmant la hiérarchie ethno-raciale américaine traditionnelle. Des scénarios, par certains aspects semblables, se retrouvent dans d'autres contextes où l'ethno-nationalisme d'extrême droite triomphe, que ce soit la Hongrie d'Orbán, la Russie de Poutine ou l'Argentine de Milei. Partout, ces leaders s'acharnent à démanteler le support idéologique de leurs compétiteurs, tout en redéfinissant quel groupe compte. Sous Orbán, par exemple, comme le démontrent les travaux de Virág Molnár, la Hongrie a vu la prolifération de manifestations culturelles qui propagent un vocabulaire mettant en valeur un nationalisme mythique, tel des formes du tourisme organisé par l'État, qui exalte l'héritoire ethnique prétendument homogène du pays, ainsi que sa grandeur historique. Alors qu'aux États-Unis et ailleurs, les commentateurs ont fourni au public des cadres analytiques pour comprendre les politiques économiques de MAGA, tels que le Big Beautiful Bill, en sciences humaines, au-delà de nos travaux scientifiques, nous nous devons d'aider le public à comprendre en quoi consiste ce grand remaniement symbolique, bien au-delà de la dénonciation du wokisme. C'est précisément ce que je compte faire en mobilisant les notions de reconnaissance et stigmatisation. Alors, voici quelques définitions. La reconnaissance a le plus souvent été étudiée par le prisme de la philosophie plutôt qu'en s'appuyant sur des données empiriques. Néanmoins, j'emprunte à Axel Honneth sa définition de la reconnaissance comme un acte social par lequel la valeur positive des individus et des groupes est affirmée et reconnue par les autres. Il s'agit donc de se voir accorder un respect, une dignité, une valeur, une validation, une légitimité et une pleine appartenance culturelle. Je conceptualise la reconnaissance comme un processus culturel continu dans lequel la place centrale ou périphérique donnée à divers groupes est définie par nos interactions quotidiennes. C'est un processus qui est produit de façon collective. Cette reconnaissance résulte, entre autres, des répertoires culturels qui sont à notre disposition, de la ségrégation spatiale et sociale de nos réseaux et du travail des institutions et du droit, de la distribution ou l'échange de divers types de ressources et capitaux entre les interactants. Cette perspective empirique est développée dans divers articles qui servent de base théorique à la conférence d'aujourd'hui et qui contrastent avec l'arrière-plan hegelien ou habermasien, caractéristique des perspectives plus philosophiques pour mettre l'emphase sur les processus de production et de diffusion culturelle. Le contrepoint de la reconnaissance et de la stigmatisation, défini par le sociologue Irving Goffman, comme processus consistant à qualifier négativement les identités et les différences. La stigmatisation d'un groupe peut se manifester par la dévalorisation, les représentations stéréotypées, l'invisibilité ou l'insulte subtile ou flagrante. Tout comme la reconnaissance, elle implique à la fois l'auto-identification et la catégorisation des groupes, souvent à travers des actes de langage. Ces définitions peuvent se diffuser, s'institutionnaliser et générer ainsi un sens commun concernant qui a droit à un soutien social. J'étudie ce processus dans le cadre d'un modèle multicausal plus large qui implique des voies complémentaires qui alimentent la production des inégalités. À l'instar de l'analyse classique de Stephen Lukes sur les 3 dimensions du pouvoir, ce modèle comprend différentes phases historiques du développement des théories des inégalités. Chaque phase met en lumière un groupe important de processus sociaux qui conduisent ensemble
à une compréhension plus exhaustive, détaillée et précise de la manière dont les inégalités sont produites et reproduites. Parmi les modèles développés pour comprendre les causes de l'inégalité, les approches les plus classiques révèlent ce que j'ai appelé le processus de type 1, qui porte sur l'exploitation et la domination, thèmes centraux dans les écrits de Karl Marx et Max Weber. Elle se concentre également sur l'accaparement des ressources et les mécanismes de clôture ou fermeture sociale, là encore à la Max Weber. Le contrôle des ressources matérielles est au cœur des processus de type 1 qui concernent les relations dans lesquelles un groupe dominant crée délibérément une situation qui nuit à un autre groupe, principalement en la privant de ressources. Les processus de type 2 désignent les processus qui ont été au centre de nombreuses études depuis les années 70, menées par Pierre Bourdieu et ses collaborateurs, et aux États-Unis, Randall Collins et un nombre croissant de chercheurs, qui se sont intéressés, bien sûr, au capital culturel, symbolique et social, ainsi qu'au statut et la domination symbolique, à somme nulle, impliqués dans la production et la reproduction des inégalités. Ici, les inégalités sociales sont principalement le résultat d'actions dictées par un habitus d'un groupe dominant à l'égard des groupes subordonnés qui collaborent dans ce processus. Les inégalités impliquent une domination symbolique et sont déterminées surtout par l'accès de ressources immatérielles telles que le capital culturel. Les processus considérés comprennent la distinction et la violence et l'exclusion symbolique qui peuvent conduire à l'autorélégation. Ils fonctionnent aussi comme un jeu à somme nulle. Présumé universel, au fondement de la théorie de champ de Bourdieu. L'action humaine est animée par ses conditions et est surdéterminée par ses dynamiques sociales. Mes travaux et ceux de plusieurs sociologues portent sur les processus de type 3, détaillés par mes co-auteurs et moi-même dans un article de 2014 qui décrit les différentes voies qui mènent à l'inégalité. Ce papier est intitulé « What is Missing? Cultural Processes in the Making of Inequality ». L'objectif est ici de saisir le caractère multiscalaire de la reproduction de l'inégalité, résultant d'un large éventail de processus qui peuvent être étudiés de manière complémentaire en mobilisant différents types d'outils analytiques allant de ceux que des sociologues inspirés par le courant phénoménologique à ceux des macroéconomistes. En d'autres mots, on a une division du travail pour analyser des aspects complémentaires de l'inégalité. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Notre travail est complémentaire. Les processus du type 3 opèrent au niveau de la cognition individuelle et des émotions et est aussi intersubjective par le biais des scripts et des structures culturelles partagées telles que les cadres, les récits et les répertoires culturels. Parmi ces processus, citons la rationalisation, la stigmatisation, la racialisation, la commensuration, l'assimilation, la standardisation et l'évaluation. Je pourrais vous en donner d'autres. Ces processus opèrent en grande partie comme une réalisation collective car il s'agit de systèmes de représentation partagée impliquant à la fois les dominants et les subordonnés qui créent ensemble un système de classification qui ouvre et ferme des opportunités et facilite ou limite la trajectoire des individus. Les résultats de ces processus sont incertains et contrairement à ceux qui aboutissent toujours à la domination ou à l'exploitation, comme dans le type 1, ou à l'exclusion symbolique, comme dans le type 2. Dans ce tableau complexe, trop long pour vous pour lire pour le moment, mais vous pouvez aller à l'article si vous voulez. Dans ce tableau, mes co-auteurs et moi-même nous sommes efforcés d'analyser ces processus de manière parallèle pour identifier les similitudes et les différences dans le rôle qu'ils jouent ou ne jouent pas dans la reproduction des inégalités. Nous nous appuyons sur des recherches antérieures qui apportent une réflexion théorique et empirique approfondie sur les processus. En d'autres mots, on analyse de travaux de beaucoup d'autres collègues pour générer ce tableau. Ceci dit, sachant que notre mode public ici est hétérogène, qu'il inclut aussi des gens qui sont le personnel administratif de l'école, je vais me tourner maintenant vers Seeing Others, qui a été publié en 2003 dans le but explicite d'aider le grand public à comprendre ce qu'est la reconnaissance et pourquoi elle est importante. J'en ai fini avec la partie plus abstraite et théorique de ma présentation. Alors, parlons donc de Seeing Others.
Comme l'illustre la couverture du livre, l'image en blanc, qui est la publication américaine du livre, la jaune, c'est celle de la Grande-Bretagne, avec un sous-titre beaucoup mieux. Mais par contre, le design de la publication américaine illustre bien ce dont le livre traite, qui est de la manière d'élargir la reconnaissance au plus grand nombre, en intégrant différents groupes marginaux dans le cercle de ceux qui se perçoivent comme membres valorisés de leur communauté. Le but, c'est d'élargir cette communauté. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons assisté à un mouvement progressif vers l'inclusion de divers groupes stigmatisés, avec l'octroi de droits et de légitimité dont ils étaient dépourvus par le passé. Ce mouvement s'est accéléré après l'élection de Barack Obama en 2008 et avec les mouvements sociaux tels Black Lives Matter et MeToo au cours des dernières années. Mais ces mouvements de reconnaissance ont connu un grand essor aux deux extrémités du spectre politique, compte tenu du succès électoral du mouvement MAGA et de d'autres mouvements d'extrême droite radicale dans divers pays. Après des décennies d'inégalités croissantes qui ont alimenté l'insécurité et le désespoir, je me suis intéressée aux récits présentés comme des alternatives au rêve américain qui attirent les jeunes confrontés à une crise majeure de santé mentale suite à la pandémie et aux pressions néolibérales et productivistes. Ceci ne concerne pas uniquement les Américains, bien sûr. En France, il y a aussi un nombre croissant de dépressions et d'hospitalisations pour santé mentale parmi les jeunes de 18 à 24 ans, ce qui me préoccupe beaucoup. Ces récits alternatifs ont généralement trait à l'inclusion, à l'authenticité, à la culture thérapeutique et au care, dans l'optique de maximiser nos chances de vivre une vie qui fait sens. Mon équipe et moi-même avons interviewé, pendant la pandémie, 185 individus qui produisent et diffusent de tels récits à grande portée culturelle. Parmi eux, il y a les leaders dans des domaines artistiques, politiques, d'associations caritatives et de mouvements sociaux, de l'espace public numérique et d'autres champs organisationnels qui participent à la formation de l'écosystème médiatique. Ceci inclut aussi un sous-groupe de 75 humoristes et créateurs hollywoodiens avec des noms très connus du public américain. Nous avons également discuté avec des personnes ordinaires, en l'occurrence 80 étudiants âgés de 18 à 22 ans, et aux membres de la génération Z, afin de recueillir leur point de vue sur un avenir souhaitable. Pourquoi ce groupe? Tout simplement parce que la création d'une société plus inclusive dépend d'eux. Qu'avons-nous découvert à travers ces interviews? Ici, vous voyez deux personnes portant des T-shirts qui illustrent leurs préoccupations. Le T-shirt blanc est porté par Zachary Drucker, une personne transgenre qui était conseillée pour la série populaire Transparent, diffusée par Amazon Prime, quand je l'ai interviewé. Cette série raconte l'histoire de Maura, une femme transgenre qui doit redéfinir sa nouvelle identité au cours de sa transition. Lorsque j'ai demandé à Joyce Soloway, le créateur de la série, quels étaient ses objectifs, on m'a expliqué. J'essaye de rendre les personnes trans moins méprisables, plus compréhensibles pour ceux qui ont très peu de contact avec ce groupe, de les humaniser, car les spectateurs voient cette femme négocier sa relation avec ses enfants rendus adultes, ce que la plupart des parents doivent apprendre à faire. Il y a donc la possibilité de voir une connexion. Joyce Soloway considère que sa mission est de créer des liens et de réduire la stigmatisation. Cela fait écho à ce qu'ont dit bien d'autres interviewés, tous préoccupés par le sort de divers types de groupes stigmatisés. Le T-shirt blanc de Zachary Drucker porte l'inscription « I see you », « Je te vois », une référence classique à la reconnaissance qui est très importante pour la génération Z. Beaucoup des personnes que nous avons interviewées ont déclaré qu'ils aspiraient à l'authenticité et l'acceptation d'elles-mêmes et des autres de manière à soutenir un environnement inclusif. C'est là le monde dans lequel ils espèrent vivre. Pour ce qui est du T-shirt noir à l'écran, il est devenu une affiche que l'on trouve encore aujourd'hui un peu partout aux quatre coins des États-Unis.
Ce T-shirt célèbre l'inclusion sociale avec des slogans tels que « Love is love », utilisés pour promouvoir l'égalité du mariage homosexuel, et « No human is illegal », qui soutient les immigrants sans papier. En se propageant, de tels discours contribuent à affaiblir les frontières symboliques en promouvant un langage moral d'inclusion. Cela implique souvent de remettre en question les discours néolibéraux dominants qui nous sont proposés, axés exclusivement sur la compétition, la réussite matérielle et le succès professionnel. L'un des intervenants culturels que j'ai interviewé est Channing Dong-hae, alors responsable de la programmation mondiale pour Netflix. C'est elle qui avait pris la décision de diffuser le film Black Panther à des publics du monde entier, notamment en Afrique et en Asie du Sud. Elle m'a expliqué son choix en disant qu'il était important pour elle, en tant que femme noire, de proposer aux enfants de ces continents une histoire positive des personnes de couleur, un conte utopique sur la civilisation fictive de Wakanda, où les Noirs sont les héros. Bon nombre des 75 humoristes et créatifs hollywoodiens que nous avons interviewés nous ont aussi expliqué que la promotion de l'inclusion est l'une des principales motivations de leur travail. Nous avons créé une typologie pour décrire comment ils disent y parvenir. Nous avons baptisé une de ces stratégies le cheval de Troie. Si les humoristes considèrent que leur mission est de faire rire les gens et non pas de leur faire la leçon, le contenu qu'ils créent se moque souvent des personnes sexistes, racistes ou homophobes, ce qui leur donne à leur public le sentiment qu'ils partagent le même mépris de ces opinions rétrogrades. Tout en divertissant, ils disent créer un flux de récits déstigmatisants qui les motivent et donnent un sens à leur travail créatif. La Fondation Ford, l'une des plus grandes organisations philanthropiques des États-Unis, a joué un rôle de premier plan dans la diffusion de tels récits inclusifs. Depuis 10 ans, sa mission explicite est de lutter contre les inégalités à travers, entre autres, la production de récits, ce qu'ils appellent « Changing Hearts and Minds ». Cette organisation a ainsi soutenu la production du film Roma, qui raconte l'histoire de 2 employés de maison autochtones au service d'une famille blanche de la classe moyenne à Mexico. Alors que la présence de domestiques est généralement en arrière-plan dans les films, ici, elles sont rendues visibles et humanisées, car le scénario tourne autour de la décision d'avorter à laquelle une de ces femmes fait face. Roma a emporté un Oscar et a été diffusé dans le monde entier par Netflix. En convergence avec d'autres récits semblables, il contribue à transformer la perception même des bonnes à tout faire. Ceci illustre comment les récits et les représentations se modifient peu à peu et contribuent à réduire la stigmatisation et l'invisibilité. Il nous aide à s'éloigner du discours néolibéral sur la valeur et la méritocratie qui a gagné en popularité au niveau global, en partie grâce aux programmes télévisés qui représentent constamment les riches et les cadres comme enviables, alors que les travailleurs sont de plus en plus invisibles ou ridiculisés. Pensez par exemple à Bart Simpson. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Trump s'acharne à affaiblir sur le plan institutionnel et symbolique le travail de reconnaissance des acteurs culturels et des organisations philanthropiques telles la Ford Foundation ou la Open Society Foundation de George Soros. Il a été témoin de l'influence culturelle croissante de ces acteurs progressistes au cours de la dernière décennie et il est déterminé de la contrer à tout prix. En tant que champion du marketing, il est obnubilé par le rayonnement et l'influence culturelle. Il approche l'écosystème médiatique comme un univers qui peut être manipulé et conquis dès lors que l'on dispose de ressources suffisantes. C'est un problème à régler. L'enjeu ici n'est rien de moins que la capacité de l'administration Trump à faire reculer l'inclusion sociale croissante des groupes historiquement stigmatisés. Mais comment répondre? Seeing Others présente 3 approches qui permettraient à un plus grand nombre de personnes de se sentir plus inclus, que je présente brièvement. Premièrement, il s'agit de nourrir la définition, le passage d'une définition néolibérale unidimensionnelle de quiconque
à une conception plus pluraliste, passant de la valorisation des cadres à celle d'un large éventail de personnes, tels les travailleurs sociaux, les bâtisseurs de communautés, les leaders spirituels, les gens ordinaires, etc. Cela illustre le processus culturel de type 3, car il s'agit de faire évoluer un système de classification vers des bases plurielles de reconnaissance. Ceci met en évidence des dimensions plus agentiques et moins hiérarchiques que dans les processus de type 1 et 2. C'est bien là le point mort du système bourdieusien que j'ai critiqué dans mon livre « La morale et l'argent, les valeurs des cadres en France et aux États-Unis », en mettant l'accent sur l'importance des évaluations morales. Le langage utilisé par Joyce Soloway est repris à maintes reprises par d'autres personnes interrogées qui disent vouloir rendre visibles les groupes invisibles, dépasser les stéréotypes pour offrir une représentation humanisée des groupes stigmatisés. Ces producteurs culturels œuvrent souvent à la pluralisation des critères de valorisation au-delà des récits néolibéraux. Des visions plus multidimensionnelles de la valeur sont également promues par des employeurs qui adoptent des musiques favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ou care work. De telles mesures font baisser l'absentéisme car elles reconnaissent la multiplicité des rôles que nous remplissons tous. Deuxièmement, le livre détaille les frontières entre les groupes, comment elles peuvent être rendues plus perméables et la stigmatisation réduite en analysant les processus culturels par lesquels la forte stigmatisation des personnes atteintes du sida au début des années 1980 s'est beaucoup atténuée de nos jours, contrairement aux personnes identifiées comme obèses, un groupe qui reste très stigmatisé car associé à la paresse et à une faible estime de soi. Cette image montre les voies menant à la réduction de la stigmatisation des personnes atteintes du sida à partir d'études de cas détaillées qui montrent que les acteurs clés sont généralement des travailleurs de la connaissance comme nous, des experts juridiques et médicaux, des spécialistes en sciences humaines, des journalistes et aussi des militants de mouvements sociaux qui transforment le cadrage des problèmes sociaux ainsi que la signification des groupes en se servant en partie des cultures, des ressources culturelles qui les entourent. Par exemple, les experts médicaux ont pu imposer l'idée que le sida est une maladie comme les autres, qui peut atteindre n'importe qui, plutôt qu'une maladie qui frappe des groupes présumés immoraux, comme les gays ou les drogués. Il n'en est pas de même pour les personnes en situation d'obésité. L'Association médicale américaine s'est systématiquement opposée à dissocier obésité et santé. Cette situation a peu évolué, malgré l'engagement de marques telles Dove, qui a fait la promotion de son savon avec des mannequins grande taille peu vêtus, et aussi celui d'artistes comme Lizzo, qui s'est produite aux Grammys en 2020, entourée de danseurs noirs très rondes, afin de promouvoir l'affirmation du corps. Cet exemple montre que les frontières entre groupes peuvent changer, elles ne tiennent pas de la nature humaine éternelle, et que le système d'inégalité est dynamique et non statique. L'attention apportée au processus de type 3 ouvre la voie à une compréhension plus ouverte, moins déterministe et plus multidimensionnelle des dynamiques sociales dans lesquelles s'inscrivent les inégalités. Troisièmement, Seeing Others s'est intéressé à la popularisation de l'universalisme ordinaire ou d'une culture plus inclusive que nos interlocuteurs étudiants de la génération Z apprécient. Nous avons cherché à comprendre ce qui leur parle en leur demandant, par exemple, dans quel type de société aimeriez-vous vivre? Nous avons appris que beaucoup entrecroisent différents types de répertoires culturels en définissant ce qu'ils veulent. Ils aiment l'ambition et le travail, mais ils voient le rêve américain comme hors de portée pour leur génération et organisent donc moins leur plan de vie autour de la consommation et de l'ascension sociale. Ils sont néanmoins influencés par le rêve américain et le néolibéralisme. Contrairement à ma génération de baby boomers, ils valorisent l'équilibre vie professionnelle, vie privée et parlent beaucoup de santé mentale. Et ils veulent privilégier l'universalisme ordinaire qui est au cœur de leur identité politique. Cet universalisme ordinaire était également central aux entretiens que j'ai menés au début des années 90 avec des immigrés nord-africains peu qualifiés vivant dans la région parisienne,
lorsque j'étudiais le racisme en France pour La dignité des travailleurs, paru en 2000. Lorsque je leur demandais « Qu'avez-vous en commun avec les Français ?», beaucoup d'entre eux ont évoqué cet universalisme très ordinaire, fondé sur des expériences humaines communes. Par exemple, ils répondent que nous devons tous nous lever le matin pour aller chercher notre pain. Nous avons tous 10 doigts, nous passons tous 10 mois dans le ventre de notre mère et nous sommes tous des enfants de Dieu. Ces cadres de référence quotidiens mettent l'accent sur ce qui nous unit tous et non sur les idéaux des Lumières. Ils ne font pas référence aux droits de l'homme ou au progrès, mais valorisent avoir de la considération pour les autres, du respect ou traiter les autres comme des êtres humains. Certains jeunes de la génération Z font écho à ces travailleurs et contribuent ainsi à affaiblir les récits néolibéraux du moi idéal et à créer des conditions d'une plus grande perméabilité des frontières entre groupes. Pour revenir au travail de diffusion culturelle documenté par Seeing Others, les attaques de Trump sur les producteurs culturels indiquent bien l'ampleur de leur succès et à tel point que la valeur de l'inclusion est devenue le sens commun pour beaucoup d'Américains. Mais une lutte culturelle acharnée se poursuit en réponse à la vision du monde promue par Donald Trump, qui correspond bien au processus de type 1, où la domination, l'exploitation et le pouvoir et l'argent, de même que le clientélisme et la vengeance, sont à l'ordre du jour, et où les ressources sont transférées aux hyper-riches avec le rejet fondamental de la solidarité qui est au cœur même de l'idéologie du nationalisme d'extrême droite. Des messages de solidarité continuent d'émaner régulièrement de nombreux milieux, même en cette époque de polarisation politique. Beaucoup de gens restent attachés à une vision plus diversifiée et inclusive de la société qu'ils continuent de soutenir de toutes sortes de façons, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, comme le montrent des enquêtes récentes. Leur présence est une source d'espoir pour moi dans la période actuelle, qui est sans doute la plus sombre de ma vie d'un point de vue politique. L'enjeu qui m'importe le plus pour le moment est de savoir si le grand remaniement symbolique de Trump que Trump promeut va s'imposer durablement comme hégémonie culturelle. L'avenir est incertain, mais il reste entre nos mains. Pour nous aider à comprendre ce que nous attend, avant de conclure, je m'interroge quant aux voies par lesquelles les groupes stigmatisés cherchent la reconnaissance, certains étant ouvertes et d'autres fermées. Alors, je suis à développer un livre intitulé « Recognition Globally », où je compare des groupes ayant un sentiment d'identité collective plus ou moins fort afin de comprendre quelles stratégies de reconnaissance qu'ils mettent en œuvre et pourquoi. Dans notre livre de 2016, « Getting Respect », Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil and Israel, mes collègues et moi comparons les expériences de stigmatisation et de discrimination vécues par les Noirs américains, les Noirs brésiliens et 3 groupes vivant en Israël, les Juifs éthiopiens et les Mizraïm, originaires du Moyen-Orient et du Maghreb, ainsi que les Palestiniens, de manière à explorer comment ils vivent intérieurement ces assauts et y répondent extérieurement. Les entretiens menés nous ont appris que les Noirs américains estiment qu'il faut en général confronter le racisme. C'est une question de principe et de devoir. Cette position est rendue possible grâce au mythe du rêve américain qui promet la prospérité à tous et célèbre la méritocratie, et le Civil Rights Act de 1964 qui a engendré une tradition de législation antidiscriminatoire musclée. Nous avons établi que ces Noirs américains ont beaucoup moins de doutes sur leur expérience de microagression que leurs homologues afro-brésiliens, qui plus souvent se demandent si un incident est dû au fait qu'ils sont perçus comme pauvres plutôt qu'à la couleur de leur peau. Ce va de pair avec le mythe national brésilien de la démocratie raciale, qui, quoique contesté, célèbre le métissage, fondé sur l'idée largement répandue que nous avons tous une grand-mère noire quelque part. En Israël, même s'ils se retrouvent au bas de l'échelle du marché du travail, les Mizrahim minimisent la discrimination car ils sont juifs et revendiquent leur pleine appartenance à l'État d'Israël, contrairement aux Palestiniens qui se sentent tellement exclus qu'ils n'ont aucune attente que la justice sera faite, même s'ils sont formellement citoyens, évidemment. Cette étude est basée sur plus de 400 interviews que nous avons amenées
à conclure que la quête de reconnaissance d'un groupe est intimement liée à la manière dont ses membres ressentent avoir un destin commun et une identité partagée, ainsi qu'à la manière dont ils créent des frontières entre eux et d'autres groupes, y compris ceux qui sont au-dessus et en dessous d'eux dans l'échelle sociale. Cette conclusion a inspiré Recognition Globally, qui est basée sur des études de cas encore en cours qui ont pour fonction d'illustrer ces divers processus culturels. La première de ces études de cas concerne une comparaison entre 3 groupes de jeunes travailleurs sans diplôme universitaire vivant à Manchester dans le New Hampshire, à 2 heures au nord de Boston, à Manchester au Royaume-Uni et à Tampere, le Manchester de la Finlande. Nous avons là 2 sociétés des plus néolibérales et une société scandinave où les travailleurs peuvent encore compter sur un niveau décent de protection sociale. Ces 3 villes sont le berceau de la révolution industrielle et le théâtre d'importantes mobilisations historiques de la classe ouvrière dans leurs pays respectifs. Nous avons des conclusions préliminaires concernant les travailleurs du New Hampshire. Les autres terrains sont encore en cours et j'en parlerai pas. Ces jeunes interviewés s'identifient de plus en plus à la droite, tout comme les membres de leur cohorte d'âge partout au pays, où la part des 18 à 29 ans soutenant Trump en 2024 a augmenté de 32 points par rapport à l'élection de 2020, en grande partie à cause de l'inflation, comme ils ont dit dans nos interviews. Nous les avons interrogés pendant la campagne présidentielle de 2024 pour comprendre s'ils associaient leur attitude envers la politique à une recherche de reconnaissance. Nous étions également curieux de connaître leur sentiment d'identité collective, de savoir s'ils étaient renforcés par l'identité urbaine locale et dans quelle mesure ces identités s'articulaient autour de la construction de frontières symboliques entre eux et d'autres groupes, qu'ils soient plus hauts ou plus bas qu'eux dans l'échelle sociale. Alors, lorsque nous leur demandions s'ils se définissaient comme « workers », beaucoup étaient perplexes concernant la signification de ce terme. Presque la majorité de nos 45 interviewés ne savaient pas ce que sont ou font les syndicats. Seul un tiers d'entre eux pensent que les syndicats sont une bonne chose, et seule une poignée se définissent en opposition aux riches, reliant leur bas salaire et leur manque de reconnaissance à un système de classe qui profite aux riches et désavantage les ouvriers. La plupart de nos interviewés se considèrent comme étant de classe moyenne inférieure, classe moyenne ou quasi-classe moyenne, des catégories qu'ils associent avec une supériorité morale. Certains envisagent avec optimisme un avenir où ils atteindraient le statut de classe moyenne supérieure, voire le sommet de la société. Ils disent admirer les riches et les personnes qui ont réussi, ainsi que les entrepreneurs tels Donald Trump. Et ils expriment aussi leur adhésion au rêve américain. Ceci pourrait indiquer que Trump a bien réussi à convaincre les travailleurs qu'il reconnaît leurs valeurs et leurs besoins, comme il le faisait déjà à travers ses discours électoraux de 2016, et que nos interviewés embrassent les critères néolibéraux d'évaluation même si ceux-ci les dévalorisent. Comme l'a démontré Reese Peck dans son excellent ouvrage Fox Populism, Trump crée des liens avec ses travailleurs par son franc-parler, son humour grossier, illustré par sa déclaration très médiatisée d'attraper les femmes par la chatte, et grâce à un habitus commun, irrévérencieux et anti-woke que les démocrates et les progressistes auraient du mal à imiter. Ces derniers résonnent plutôt avec les processus sociaux de type 2, fondés sur l'exclusion symbolique qui limitent leur capacité à raisonner culturellement avec les travailleurs. Ces mêmes travailleurs tracent souvent des frontières symboliques marquées à l'écart des personnes de classe inférieure, en particulier les pauvres non méritants qui ne sont pas autosuffisants. En ceci, ils ressemblent aux travailleurs new-yorkais et parisiens que j'ai interviewés au début des années 90 pour la dignité des travailleurs, en ce sens qu'ils valorisent le travail assidu et l'autosuffisance et veulent maintenir l'ordre moral. Les New-Yorkais appliquaient ces critères moraux à des groupes qu'ils jugent indignes, en particulier les Noirs qui vivent de l'aide sociale. L'articulation entre frontières symboliques, morales et raciales était bien différente pour les travailleurs parisiens qui, pour leur part, exprimaient plus de solidarité envers les personnes de faible revenu et les Noirs, mais étaient plus sévères envers les immigrés musulmans qui profitent du système.
En comparaison avec ces interviews conduites il y a plus de 30 ans, nos travailleurs de Manchester ont beaucoup moins de contact avec les organismes qui diffusent la culture ouvrière et sont souvent livrés à eux-mêmes face à leur expérience de grande précarité. L'écoute de podcasts remplace en partie les espaces traditionnels de socialisation ouvrière tels les syndicats, les clubs de loisirs et les églises, dans un contexte où seulement moins de 10% des travailleurs américains sont syndiqués. En conséquence, ils ont un faible sentiment d'appartenance à leur groupe. Ils ne sont pas nostalgiques d'un passé glorieux où les travailleurs étaient perçus comme étant des nerfs principaux de l'économie, car cet âge d'or est trop abstrait et trop lointain. De plus, peu d'entre eux connaissent le rôle historique de leur ville dans la lutte pour les droits des travailleurs. Pour beaucoup des personnes interrogées, la quête de reconnaissance est au centre de leur relation à la politique, mais ils utilisent 4 cadrages bien différents pour trouver le respect. Beaucoup expliquent qu'ils ont voté pour Trump en 2024 parce qu'il comprend les gens ordinaires et les défend contre les sensus tels les immigrés qui s'approprient des fruits de leur travail sans contribuer. Un petit nombre explique leur soutien pour le Parti démocrate par l'importance que ce parti attache à la construction d'une société plus inclusive et solidaire, en partie par leur identité, un projet de reconnaissance auquel ces travailleurs se sentent engagés, en partie par leur identité personnelle en tant que groupe de membres minoritaires. Beaucoup plus se tiennent à l'écart de la politique, qu'ils considèrent comme corrompue et toxique. Ils veulent préserver leur autonomie et leur sens de dignité personnelle par rapport au bourbier politique en refusant de participer au système. D'autres se placent au-dessus des partis en tant qu'indépendants, tout en refusant d'être classifiés par un système qu'ils perçoivent comme aliénant. Dans ces 2 derniers cas, beaucoup évoquent implicitement leur volonté de rester au-dessus de la mêlée compte tenu de leur propre sens de morale et de dignité. Ça a donc à voir avec la reconnaissance. De nombreux podcasts tels Breaking Point nourrissent leur hantise de la corruption politique et la notion qu'ils ne peuvent compter que sur leur propre jugement quand il en va de la politique. En extrapolant à partir de Getting Respect, la comparaison transnationale avec les travailleurs britanniques et finlandais pourrait révéler que pour les travailleurs américains, des frontières floues avec la classe dominante, une forte ségrégation sociale et spatiale, une forte identification nationale, des références universalistes fortes à la religion, la méritocratie et les droits de l'homme, et des limites marquées avec les classes inférieures se traduisent par un faible sentiment d'appartenance à la classe ouvrière et à l'identité collective, ce qui favorise des stratégies néolibérales pour obtenir la reconnaissance. Dernière partie, la deuxième comparaison concerne les membres algonquins Anishinaabe de 2 Premières Nations qui vivent à quelques heures de là où j'ai grandi au Québec, et les Chamorros, un groupe autochtone des îles micronésiennes de Saipan et Guam, à plus de 2000 km au sud de Tokyo. Par manque de temps, je me consacre seulement au cas canadien. Le territoire des Algonquins se trouve sur la rivière Kishizibi, l'Outaouais, qui coule devant le Parlement canadien à Ottawa. Son bassin est immense. Nous souhaitons savoir si ces groupes autochtones cherchent à construire une reconnaissance par le biais du travail et de la justice environnementale, alors que les territoires dont ils sont les gardiens sont menacés par les industries extractives. La protection de l'environnement est au cœur de leur identité autochtone, mais ces mêmes menaces sont également des sources d'emploi. Dans ces circonstances, comment voient-ils des problèmes auxquels ils sont confrontés sur leur terre ancestrale? Comment les lient-ils à des questions de reconnaissance? Les colonisateurs français ont commencé à explorer l'Outaouais en 1613 avec la première expédition qui a remonté cette immense rivière qui est au centre du territoire historique de plusieurs Premières Nations algonquines. J'ai obtenu la coopération de 2 d'entre elles après de très longues tractations. Pikwakanagan, le cercle qui est plus au bas, qui est situé à 2 heures au nord d'Ottawa, et Kipewak, celle qui est plus au nord, qui est à plusieurs heures au nord dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, séparée d'Ottawa par une forêt qui se déroule à l'infini dans toutes les directions.
Kibewak et Pikwakanagan ont pris des positions opposées sur un projet très médiatisé de construction d'une installation de dépôt de déchets nucléaires près de la ville de Chalk River, qui se trouve juste à côté de la rivière Outaouais. Voici le site. À proximité de l'Oiseau Rock, une falaise qui est un lieu sacré pour les Premières Nations depuis des milliers d'années, comme en témoignent des œuvres rupestres et des offrandes anciennes. Compte tenu de la proximité du projet de Chalk River de la ville d'Ottawa, un accident pourrait toucher des millions d'habitants dans la région. Pikwakanagan est la seule Première Nation sur 10 à avoir soutenu le projet de Chalk River, motivé en partie par les emplois qu'il pourrait créer à proximité de leur réserve. En revanche, Kibewak, qui s'y oppose, invoque la préservation de l'environnement au cœur de son identité autochtone, ainsi que les menaces d'une catastrophe feraient peser sur ses moyens de subsistance. 20 des 31 membres de Kibewak et 15 des 18 membres de Pikwakanagan à qui on a parlé ont soulevé dans nos entretiens des problèmes écologiques spécifiques comme l'exploitation forestière et minière, le déclin de la population animale, en particulier les orignaux et les ours, et l'impact environnemental du site de stockage de déchets nucléaires. Ces participants autochtones utilisent plus fréquemment des termes tels colonialisme du peuplement, settler colonialism, et génocide. À Pikwakanagan, les personnes interrogées ne voient pas de contradiction entre leur support à la construction du site de stockage de déchets nucléaires pour obtenir du travail et leur engagement dans la protection de l'environnement. Une comparaison future des 4 populations, Kibewak et Pikwakanagan dans l'Est du Canada et Chamorros à Saipan et Guam, permettra d'établir leur sentiment d'identité collective et d'explorer plus en détail l'éventuelle relation entre la reconnaissance de leur dignité et leur capacité à protéger leur environnement. Pour le moment, je ne fais que mentionner que les 2 nations algonquines sont plus préoccupées par l'environnement que les Chamorros. À Saipan, moins de personnes expriment de telles préoccupations dans un contexte où le gouvernement américain construit une base militaire qui a des conséquences néfastes pour l'écologie de leurs îles, en échange de leur donner accès à la consommation et aux rêves américains en tant que citoyens américains, parce que c'est un territoire américain tel Porto Rico. Cette étude comparée met en lumière les tensions entre les besoins matériels et le désir de reconnaissance de ces peuples autochtones, dont l'identité est profondément liée au coin de terre qui est le leur depuis toujours. L'étude de la relation entre identité collective et les stratégies pour obtenir la reconnaissance situera l'analyse des processus sociaux de type 3 dans un contexte transnational, avec le but de saisir dans leur ensemble les facteurs culturels et socio-structurels qui contraignent et activent ces stratégies. À suivre. En conclusion, l'analyse de la manière dont la conquête de la reconnaissance anime différents groupes nous informe sur des dynamiques contemporaines qui sont loin d'être comprises. Nous devons aller au-delà de la condamnation du wokisme pour comprendre le processus culturel et pour lutter contre le déclin de la solidarité ici et ailleurs. Le prisme analytique de la reconnaissance permet de rendre visibles des schémas qui resteraient invisibles autrement. Le comparativisme et l'analyse des processus culturels sont donc des outils essentiels pour faire face à ce mouvement historique, à ce moment historique. De manière plus générale, il est nécessaire d'aller au-delà du nationalisme méthodologique et de désenclaver nos schèmes de référence scientifiques pour travailler ensemble à faire sens des changements globaux actuels au-delà des frontières nationales. Une leçon importante à retenir est que nous devons voir plus loin que la conception de la reconnaissance comme un jeu à somme nulle. La reconnaissance n'est pas comme un gâteau où la taille de l'apport que vous obtenez est inversement proportionnelle à celle que les autres obtiennent. Elle n'est pas une ressource limitée. Contrairement à l'acquisition de ressources matérielles, nous pouvons tous en faire l'expérience en même temps. La reconnaissance est bien définie de façon relationnelle, mais pas entièrement, car l'univers cognitif et matériel de nos comparaisons n'est pas statique ni entièrement connu de nous. Aussi, notre monde n'est pas fondé sur la distribution d'un seul type de bien. Différents types de ressources peuvent être mobilisés ensemble, ce qui rend la reconnaissance possible pour plusieurs personnes à la fois. Même si les ressources sont d'importants indicateurs de la position sociale, elles ne sont pas tout ce qui compte.
On peut se sentir reconnu car grâce à des supports non matériels, tels la gratitude et l'appréciation des autres. C'est là tout le contraire du jeu à somme nulle qui est au centre que Bourdieu décrit dans sa théorie des champs. Ça ne veut pas dire qu'il y a tort, ça veut dire qu'il y a d'autres mondes possibles. Selon la psychologie positive, qui a beaucoup gagné en popularité au cours des dernières années, créer une société plus inclusive requiert faire preuve d'empathie. Mais cela va bien au-delà du volontaire naïf prôné par cette approche. Une conclusion de cette conférence concerne le besoin d'enrichir nos environnements de répertoires culturels permettant d'intégrer l'inclusion aux critères d'évaluation dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, du droit, entre autres, tout en repoussant une vision néolibérale et ultra-compétitive du monde. Pendant ce deuxième mandat de l'administration Trump, la résistance se poursuit aujourd'hui quotidiennement dans la solidarité exprimée à l'égard des immigrants et sans-papiers et les personnes à faible revenu qui perdent leur aide alimentaire. Elle se produit à travers des donations privées et 1000 autres interventions individuelles qui manifestent l'engagement des citoyens à vivre dans une société plus humaine, moins cruelle. Le travail de diffusion culturelle en faveur de l'inclusion qui s'est déroulé au cours des dernières décennies ne peut disparaître du jour au lendemain, malgré le backlash actuel. Des messages visant à déstigmatiser divers groupes qui ont été diffusés de manière répétée laissent leur empreinte sur les schèmes culturels à travers lesquels nous définissons les sociétés dans lesquelles nous désirons vivre. Nous, les travailleurs du savoir, jouons un rôle crucial dans les diffusions de tels schèmes culturels, comme Trump le comprend trop bien. Ce n'est pas tout, mais ce n'est pas rien. Dans un contexte où le Parti démocrate est en ruine et où les partis politiques sont affaiblis, la production de récits inclusifs se poursuit et doit se poursuivre avec des animateurs de talk-show qui disent la vérité au gouvernement alors même que leur emploi est menacé, et avec des universités d'élite et le secteur philanthropique qui résistent aux pressions visant à limiter l'autorité universitaire et la liberté d'expression. La résistance s'identifie dans de nombreux domaines. Il est essentiel de rester confiant si nous voulons surmonter cette période difficile. Une voie à suivre pour nous, les chercheurs en sciences humaines engagés en faveur d'une société plus inclusive, consiste à poursuivre le combat dans le domaine culturel afin de gagner chaque jour, pas à pas et peu à peu, du terrain dans l'écosystème médiatique, tout en sensibilisant le public à l'enjeu de cette lutte symbolique. Pour avoir un impact, nous devons sortir de nos cercles de discussion privilégiés, ce qui est difficile, car nous faisons partie d'une sous-culture à tendance autoréférentielle et nous sommes assez confortables et confortés entre nous. Il est essentiel que nous comprenions mieux la transformation de l'écosystème médiatique au-delà des médias traditionnels, en essayant par exemple de toucher le public via YouTube qui attire beaucoup de jeunes. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous dans cette salle ne savons faire. Pour élargir notre audience, nous devons sortir de notre zone de confiance, être prêts à nous aventurer au-delà des limites de notre tribu, afin de repenser au-delà de la page éditoriale du New York Times ou du Monde, afin de repenser notre public et notre rôle. Les enjeux sont importants, le défi est lancé et le temps presse. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup.